Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce super apéro code. Je vous propose qu'on attend quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Vous êtes des milliers à vous être inscrits aujourd'hui, donc ça va faire beaucoup de personnes à dire bonjour dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit message dans le chat. Bonjour à tous. Bonjour à Denis, qui a été le premier à poster un petit message. Bonjour à Sébastien, bonjour à Mathias, à Vincent. Au moins 5000 exactement, Denis. Là, il y a eu de la demande cette fois-ci. Bonjour Claude. Donc pour tous ceux qui viennent de se connecter, on attend encore 2-3 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Noémie. Et bonjour à Nicolas. Tu le fais très bien, Mathieu. Le bonjour, je l'ai répété, je l'ai répété pas mal de fois. Hop, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez déjà fait un peu de WebAssembly. Jamais Vincent. Bah écoute, ce sera pour bientôt alors. Vous allez tous ressortir super experts alors de cette petite conférence ensemble. On compte sur toi, Mathieu, on compte sur toi. Et ouais, en effet, Denis, on fera aussi peut-être un jour du CSS en WebAssembly. On attend quoi, Edouard? Encore une petite minute, deux? Ouais, encore une bonne minute là. On va essayer. C'est encore un peu de chance au retard de terre. Je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont nous rejoindre. Je sais que le sujet passionne. Il est intriguant, en effet. Hop, bonjour Anas. Est-ce que vous pouvez vérifier que les emojis fonctionnent bien dans le chat? Ça a l'air de marcher, j'ai l'impression. Bon, a priori, les emojis fonctionnent bien. Super. Je pense que déjà bien à toutes et à tous, on va pouvoir attaquer. Donc, je suis ravi de vous retrouver tous pour un nouveau webinaire sédonien. Et ce soir, on aura l'occasion de parler d'un sujet qui captive le monde du web, qui est le WebAssembly ou l'OASM. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous présenter tout ça et on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails et j'espère comprendre à quoi ça va nous servir et en quoi ça nous facilitera la vie demain. Donc, Mathieu, à toi l'honneur. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais faire mon petit setup technique pour partager mon écran de manière à ce qu'on puisse voir 2-3 petites slides. Hop, ça on le met de côté. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Super. Eh bien, allons-y, démarrons cet apéro code autour des WebAssembly. Donc, un titre un petit peu pompeux avec le futur du web, point d'interrogation. On essaiera d'y répondre à cette question. Alors, avant de démarrer, je suis obligé de vous faire ce slide sur Sedona. Donc, Sedona, nous sommes une ESN spécialisée dans la nouvelle technologie. Ça fait plus de 24 ans qu'on fait des projets avec nos clients. On a plus de 200 consultants dans le monde, 3 agences en France, à Paris, à Lyon et à Toulon, et puis 2 agences à l'international, en Suisse et à Hong Kong. On vous accompagne, on accompagne nos clients sur différents types d'offres, aussi bien sur de la mise. Ah, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, tes slides ont sauté, ouais. Ouais, il n'y a plus tes slides. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Hop, ouais. Ok. Donc, on vous accompagne sur différentes typologies de projets, aussi bien des projets de type UI, UX que de la mise en place d'un projet, que des solutions web mobile, site internet, extranet, e-commerce, et puis différents sujets d'expertise. Au sein de Sedona, on se réunit assez fréquemment, généralement une fois par mois, pour un événement after work. Donc, ces événements prennent plusieurs formes. Nous avons l'apéro code, qui est le type d'événement qu'on a aujourd'hui, sur lequel généralement on prend un sujet un peu technique ou pas, et puis on essaye de discuter ensemble dessus. Nous avons l'apéro Friend avec nos partenaires. Le dernier apéro Friend qui a été fait avec nos amis d'Elasticsearch. Et nous avons l'InnoTime, qui est notre responsable de l'innovation au sein de Sedona, qui nous présente un sujet d'innovation. Sur tous ces événements, ils sont généralement filmés et vous pouvez les retrouver sur le site YouTube Sedona France. Et puis, si vous ne voulez pas manquer les dernières actualités qui se passent au sein de Sedona, vous avez le Twitter de Sedona, SedonaFR. Hop, j'ai l'impression que ça coupe un peu, vous me confirmez ou pas du tout? Oui, je te confirme, on perd tes slides. C'est un petit peu embêtant. C'est revenu. Ok.
Je vais essayer d'être attentif à ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, apérocode oblige. Je vous invite tous à prendre un petit apéro. Donc servez-vous un petit Schweppes ou une petite bière, suivant vos préférences. Et puis aujourd'hui, on va essayer de discuter de WebAssembly. Donc l'objectif, ça va être assez simple. On va essayer de regarder les différents concepts qui y a autour de WebAssembly, essayer de les simplifier au maximum. Donc, c'est assez tout public, cette présentation. Il y aura beaucoup de démos, des interactions avec le chat. Donc, on attend les emojis à fond sur le chat ou les questions. Et éventuellement, quelques blagues moyennement drôles. Et ça coupe encore. Donc, ça m'embête un peu. Alors c'est embêtant, j'ai peut-être essayé d'enlever le retour. Bon. Pas de souci, c'est l'effet live, hein, ça arrive. Ouais, c'est étonnant parce que j'ai changé de slide et il y a toujours un écran noir, c'est ça? Ouais, je pense qu'on a un petit souci avec l'outil. Hein. Ok. Ok, bon, le slide est revenu. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Mathieu Broutin. Vous pouvez m'envoyer un mail à mbroutin@sedona.fr. Mon Twitter, Mathieu Broutin. Et puis, je suis donc software architecte au sein de Sedona. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes week-ends. Pourquoi ce talk? En fait, il y a à peu près un an, à la même période, on avait fait avec notre ami Sébastien un talk autour des navigateurs. Donc, on avait essayé de parler des navigateurs en règle générale. Et puis, il y avait une petite partie vers la fin sur laquelle on essayait de voir un peu ce qui pouvait se passer dans le futur du navigateur. Et puis bien évidemment, la technologie des WebAssembly était sortie. Sur cette technologie WebAssembly, on vous avait promis de refaire un nouvel apérocode autour de ce WebAssembly. Et puis, en fait, il arrive un an après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Je me suis lancé sur quelques side projects autour du WebAssembly, notamment le développement d'un langage de programmation qui compile en WebAssembly. Si ça vous intéresse, ça pourra donner lieu à un autre apérocode, encore une fois, plus spécifique sur le développement de langage, si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va essayer de revenir donc sur les fondamentaux. Qu'est-ce que WebAssembly? Est-ce que vous êtes tous en phase avec ça? On est obligé de dire oui, non, Mathieu? J'ai l'impression, ouais. Ça me paraît pas mal. Ok. Alors, donc on va démarrer avec des concepts simples. Premièrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pile? Donc, généralement, la pile prend plutôt cette forme. Mais plus particulièrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pile dans le contexte du langage informatique? La pile, en fait, est une manière de représenter une collection d'objets. Ici, on prend le petit exemple du dévidoir de monnaie. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui avaient été dans les bars il y a un petit moment, il y avait beaucoup de serveurs qui avaient ce genre de dévidoir de monnaie. Donc la pile, l'objectif d'une pile, donc il y en a plusieurs en informatique, mais celle qui va nous intéresser, c'est la pile de type LIFO, ça veut dire le dernier élément qu'on fait rentrer dans ce dévidoir est le premier élément que l'on va faire sortir. Donc pour illustrer avec ces dévidoirs de pièces, je vais pouvoir stacker des pièces, enfin mettre des pièces dans mon dévidoir. La première pièce que je mets, après je vais en mettre une deuxième, etc., ça sera la dernière à sortir. Et vice-versa, les dernières à rentrer, c'est la première à sortir. Est-ce qu'on est d'accord là sur déjà le concept de pile? Yes, Anas, last in, first out, c'est exactement ça, tout à fait. Deuxième concept qu'on va voir ensemble, sur lequel on va essayer de revenir, c'est une machine virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, on va reparler un petit peu de comment fonctionne un programme, depuis le source jusqu'à l'exécution sur, mettons, un CPU. Donc, sur la droite de l'écran, vous avez en fait plusieurs types de CPU. Pour ne pas les nommer, mettons, on a le bleu, le violet et le vert.
chacun ayant son propre jeu d'instruction. Donc pour dialoguer avec le bleu, il faut le jeu d'instruction bleu pour pouvoir que le CPU puisse nous comprendre. Pareil avec le violet, il faut le jeu d'instruction violet, etc. Et avec le vert, il nous faut le vert. Donc sur la gauche, là, quand on a un petit langage de programme, quand on a un petit programme, généralement, ce qu'on vient faire, on va compiler dans le langage que le CPU sait comprendre. Donc typiquement, lorsque j'écris mon langage, donc mon langage, c'est rien d'autre qu'une suite de caractères que moi je sais lire, mais que l'ordinateur ne sait pas lire, je vais le compiler pour arriver dans des 1 et 0 bleus que mon CPU bleu sait comprendre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faut que je fasse tourner mon programme sur un CPU différent, bah, il faut que je le recompile dans le langage du CPU. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Avec une machine virtuelle, on va introduire une couche en plus, en fait, qui va être un peu ce qu'on appelle un CPU virtuel. Donc, lorsque je vais prendre mon programme, donc qui est tout simplement mon code source, donc une chaîne de caractères, je vais le compiler dans une représentation intermédiaire, ce qu'on peut appeler généralement du bytecode, que seule ma machine virtuelle, mon CPU virtuel, peut comprendre. Derrière, mon CPU virtuel est en capacité de dialoguer directement avec le CPU bleu, le CPU violet et le CPU vert. Donc c'est le fonctionnement théorique de la machine virtuelle. Je vous propose qu'on fasse un petit exemple un peu plus concret. Je vous ai préparé une petite démo avec une machine virtuelle que j'ai créée, donc qui a, elle, 3 instructions. Donc c'est tout simplement, en fait, c'est une type de machine virtuelle qui va être la machine virtuelle à pile. Comme ça, on retrouve la pile qu'on vient de définir juste avant. Donc ma machine virtuelle a 3 opérations. Donc on va avoir l'opération 0 qui va être pouce, qui va tout simplement pousser dans ma pile un nombre entre 0 et 255. Je vais avoir l'opération 1 qui est l'opération de somme, qui va prendre 2 nombres dans ma pile, qui va additionner ces nombres et repousser le résultat dans la pile. Et l'opération 2 qui vient afficher le résultat de ce qui est présent sur le dessus de la pile. Donc ici, moi j'ai mon petit source code, donc avec pouce 12, pouce 23, pouce 48, réaliser 2 sommes et ensuite afficher le résultat. Je vais le compiler. Ici, on arrive sur une suite de 1 et 0 que ma machine virtuelle sait comprendre, sauf que moi, c'est un petit peu compliqué pour le lire, ce truc-là. Généralement, on utilise un autre format pour représenter des nombres en informatique, pour que ce soit un petit peu plus facile à lire pour les humains, qui est le format hexadécimal. Donc hexadécimal, le format avec les 1 et les 0, c'est ce qu'on appelle la base 2, donc c'est des nombres au maximum, il peut y avoir donc soit 0, soit 1. De tous les jours, nous, quand on dit pouce 12, pouce 23, ce sont des nombres décimaux, donc c'est une base 10, et hexadécimal, c'est une base 16 sur laquelle, après 10, on va sur A, B, C, D, E, F, et ensuite on reboucle à partir de 0. Donc ici, généralement, c'est plus facile pour nous de comprendre cette base en hexadécimal. Et puis, je vous propose qu'on le formate un petit peu ce code avec des sauts de ligne. Donc les sauts de ligne, c'est complètement un truc virtuel, hein, la machine ne comprend pas ça. Mais qui nous permet de bien lire et d'essayer de suivre les instructions. Je vous propose qu'on essaye d'exécuter ce petit programme et de voir qu'est-ce qui se passe dans la pile à ce moment-là. Donc je vais avoir ma première instruction qui va être 000C. Donc 00, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'instruction pouce, qui est l'opération 00. Et pouce 0C, en fait, 0C, c'est 12 en hexadécimal. Donc lorsque je vais exécuter ma ligne de code, ma première instruction, dans ma pile, je vais avoir 12. D'accord? C'est un peu le principe du pouce 12. Je vais réaliser la même opération avec l'opération 00 pouce et 23, donc qui est 17 en hexadécimal. La même opération avec 00 pouce et ensuite 30 qui est 48 en hexadécimal. Et là, à partir de là, j'ai 3 éléments dans ma pile. Je vais ensuite réaliser l'opération 0,1, qui est tout simplement une somme des 2 éléments qu'il y a sur le dessus de la pile, et qui vient pousser le résultat de cette somme sur le dessus de la pile. Je vais réitérer l'opération de somme, et ensuite, je vais tout simplement utiliser l'opération 2, qui affiche le résultat. Et ici, si tout le monde voit bien, on a 83 qui est affiché.
Donc ici, globalement, vous avez une machine virtuelle à pile avec la gestion de la pile, qu'on appelle stack en anglais, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit ça, et puis mes instructions que seule ma machine virtuelle connaît. Donc maintenant, pour attacher un petit peu avec le problème, qu'est-ce que c'est que WebAssembly? Si on va sur le site web de webassembly.org, tout simplement, WebAssembly, c'est un format d'instruction binaire, donc des 0 et des 1, ou bien en hexadécimal pour que nous, on puisse le lire, à destination d'une machine virtuelle à pile. Donc ce que je viens de passer quelques petites minutes à vous expliquer, en fait, grosso modo, WebAssembly, c'est déjà uniquement ça. Donc on va pouvoir faire tourner un format d'instruction binaire qu'une machine virtuelle comprend ces instructions et va pouvoir exécuter. On est revenu sur un écran noir. Super. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois que voilà, donc le bleu et le violet, tout à fait. Ça pousse, exactement. Je vous propose que l'on continue ensemble. Donc, comment fonctionne WebAssembly? Donc, WebAssembly, donc un petit bout de code WebAssembly qui est représenté ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien ma souris. Ah, il y a quand même du lag là-dessus. Donc, ce petit bout de WebAssembly va s'exécuter au sein d'une machine virtuelle. Qu'est-ce que ce petit bout de code WebAssembly peut faire? Donc, ce petit bout de code WebAssembly va pouvoir accéder à une mémoire qui est la mémoire spécifique de la machine virtuelle et à des fonctions qui seront prédéfinies par la machine virtuelle. Et puis, c'est tout. Typiquement, mon petit bout de code WebAssembly, il a accès à rien d'autre. C'est-à-dire que mon navigateur qui va exécuter cette machine virtuelle, je vais avoir très peu de possibilités de faire du dommage sur la machine qui exécute mon bout de code WebAssembly. Tout dommage, tout impact que ce bout de code WebAssembly peut avoir est situé au sein de la machine virtuelle. Donc, écran noir. Encore écran noir. On va attendre que ça revienne. Ah, c'est pas simple, hein. Super. Donc, étant donné que cette machine virtuelle, il n'y a pas grand-chose dedans, elle est assez vide, elle prend très peu de RAM en fait dans mon ordinateur qui l'exécute. Alors, qu'est-ce qu'on a dans WebAssembly? Alors, c'est-à-dire mon petit bout de code, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il peut manipuler des types primitifs. Alors, type primitif, c'est des nombres entiers ou des nombres à virgule. On va pouvoir réaliser des opérations logiques sur ces types primitifs, c'est-à-dire vérifier que 1 est plus grand que l'autre, faire des additions, des multiplications, des divisions, etc. En WebAssembly, on a la notion de fonction, qui va être assez important, on va le voir par la suite. Définir des blocs de code, qui va permettre de gérer aussi des sauts conditionnels dans notre code. La gestion de variables, des variables globales aussi à mon programme WebAssembly. Et puis des instructions pour gérer de la mémoire, donc la petite mémoire qui est présente dans la machine virtuelle. Un truc assez cool, en WebAssembly, c'est que, vous vous rappelez la petite machine virtuelle que j'ai, moi j'ai que 3 instructions. WebAssembly, vous avez la liste des instructions qui sont définies avec leur code directement sur le site de WebAssembly. Donc, lorsqu'on va pouvoir gérer des variables locales, gérer des variables globales, gérer de la mémoire, et puis gérer des opérations arithmétiques, est-ce que c'est plus grand qu'un nombre, etc. Tout ça à partir de la pile. Donc c'est assez facile en fait, on a, je ne sais pas, à peu près une centaine d'instructions. Et voilà toute la totalité de ce qu'on peut faire en WebAssembly. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a pas un lag avec les slides. Yes. Comment est-ce qu'on peut produire ce WebAssembly, ce bytecode? Donc c'est cette suite de 0 et 1. Donc vous avez déjà plusieurs langages à votre disposition. Vous avez du Rust, pour ceux qui en font un petit peu, du C. Vous avez des langages qui ont été créés spécifiquement pour WebAssembly, notamment l'Assembly Script. Vous avez beaucoup de langages, des langages qui sont assez typés, qui permettent de produire du WebAssembly. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. On va aller voir un petit peu. Tu les as vraiment perdus.
Ouais, ouais. Les slides sont de retour. OK. Aujourd'hui, en fait, on va plutôt parler d'un autre langage qui s'appelle le Watt. Donc le Watt, donc, qui tout simplement signifie Web Assembly Text, et un petit langage qui est... Alors, pour ceux qui ont fait du Lisp, pour ceux qui ont fait du Prolog, c'est un langage qu'on appelle du S-expression, donc il y a beaucoup de parenthèses dedans. Mais en fait, il y a un langage qui est très très proche de ce qui va être compilé en WebAssembly. Donc, généralement, pour de la production, on ne va pas utiliser ce Watt. On va plutôt l'utiliser justement pour apprendre ce que c'est, pour expérimenter autour du WebAssembly. Donc, c'est le langage qui est vraiment parfait pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe derrière le WebAssembly. Donc, je vais vous proposer tout simplement une petite démo de ce qu'il est possible de faire en WebAssembly avec le Hello World en Watt. On va tout simplement le réécrire from scratch. Alors, comment est-ce qu'on démarre? Première chose, donc c'est un langage de S-expression, donc ça commence par une parenthèse. Deuxièmement, on va déclarer une fonction. Donc, comment est-ce qu'on déclare une fonction? Avec le mot-clé func. Ensuite, on va définir, ma fonction va prendre des paramètres. Donc, par exemple, j'ai un premier paramètre qui va être de type i32. Donc, i32, ça ne veut rien dire d'autre de plus que c'est un nombre entier. Sur 32 bits, etc. Mais bon. C'est un nombre entier. Je vais avoir un deuxième paramètre i32. Et ensuite, je vais avoir le résultat de ma fonction qui va retourner un nombre entier. Okay. Alors, ces paramètres, donc, ils sont indexés en tant que 0 pour le premier et 1 pour le deuxième. Pour nous, pauvres humains, qui avons du mal à dire, bah, tiens, c'est le paramètre 0, le paramètre 1, on va pouvoir les nommer avec, un petit peu comme en PHP, une notion de $ plus un nom de variable. C'est une info qui est uniquement à destination du développeur. C'est une info qui va être perdue au moment de la compilation. Première chose que je vais faire, dans ma pile, je vais charger mon premier paramètre dans ma pile. Donc, je vais faire un local pour gérer les informations locales. Et je vais récupérer les informations qu'il y a dans A. A, c'est mon paramètre. Donc, juste le fait de dire je fais référence à A, ça va l'ajouter dans la pile. Ensuite, on va faire la même chose pour B. Pour terminer, on va faire l'opération d'addition avec add. Donc là aussi, add, c'est une opération, on peut aller voir dans la doc, qui va prendre deux éléments de la pile et qui va sommer le résultat et le mettre dans la pile. Une fois que mon add est terminé, il me reste un élément dans ma pile qui est le résultat de ces deux et ça va être tout simplement être le type de résultat que je souhaite faire retourner par ma fonction. Cette fonction, pour qu'elle soit appelée depuis l'extérieur, donc depuis mon JavaScript, je vais devoir l'exporter. Et je vais lui donner un petit nom, donc ajouter, par exemple. Et puis, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce petit programme, alors je vais supprimer le fichier existant, parce qu'on est clair. Et j'ai un petit compilateur qui s'appelle le Watt2Wasm, qui prend mon fichier Watt en entrée, et tout simplement... oui, bien évidemment, l'autocomplétion quand ça nous tient, et qui nous génère notre petit fichier Wasm. Donc on peut aller voir que c'est monstrueux. C'est monstrueux la taille de ce fichier. Je suis où là? Pourquoi je... Ah voilà, très bien. Donc il fait 45 octets ce fichier Wasm. Et deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? Pour pouvoir l'exécuter dans mon navigateur, je vais devoir créer une petite page HTML, utiliser du JavaScript pour aller instancier, récupérer mon fichier Wasm, et ensuite récupérer ce qui a été exporté de ce fichier pour l'invoquer. Donc j'ai un petit fonction serve qui va, si j'ai un petit navigateur, voilà, qui va m'exécuter ma page HTML.
Donc là, j'ai lancé un petit serveur qui me web, donc HTTP, qui vient en fait me fournir ma page HTML. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'API JavaScript WebAssembly Instantiate Streaming, qui va venir récupérer mon fichier binaire hello.wasm. Donc c'est assez rapide en fait l'instanciation de ce binaire WebAssembly. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Donc WebAssembly, c'est la variable que je récupère. Je vais avoir des exports dedans. Donc des exports de plusieurs types, mais là j'en ai un seul qui est l'export ajouté, qui correspond à une fonction. Je peux même aller voir à l'intérieur à quoi ça correspond. Donc je peux cliquer ici et mettre un petit breakpoint, parce que pourquoi pas dans Chrome, on met des breakpoints aussi sur du WebAssembly. Je vais l'exécuter. Donc exécuter ma fonction ajoutée avec les paramètres 2 et 3. Ici, ma fonction WebAssembly va être invoquée. Je vais avoir ma stack qui pour le moment est vide et mes deux paramètres A et B. Vu que c'est une info qui a été perdue lors de la compilation, Chrome le renomme $var0 et $var1. Donc ce que je vais mettre dans ma pile, c'est mon première expression. Alors, on va peut-être dévider la pile. Donc voilà, donc le premier élément de ma pile, c'est 2, et le deuxième élément, c'est 3. Et ensuite, je vais réaliser mon opération d'ajout. Et dans ma pile, j'ai 5. Lorsque mon programme termine de s'exécuter, dans ma variable résultat, je vais avoir le résultat de mon script WebAssembly. Et puis, c'est tout. Donc ici, je vais avoir mon résultat 5. Est-ce que ça a été plutôt rapide pour un Hello World, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Ah oui, alors j'avais prévu en vidéo, mais en fait, c'est peut-être plus cool en live coding. Voilà. Alors, ici, on a vu un petit mot-clé assez important qui est le mot-clé export. Donc, ça m'a permis d'exporter, donc de rendre disponible à mon JavaScript ce que j'avais implémenté dans mon script WebAssembly. Donc, en fait, il faut bien se rappeler que le module WebAssembly, il n'a accès à rien du tout en dehors de ce qu'il y a dans la machine virtuelle. Par contre, il y a deux mots-clés qui existent qui permettent de dire mon script WebAssembly va exporter une fonction qui est appelable depuis l'extérieur, donc qui va être le mot-clé export, et le mot-clé import. Le mot-clé import, en fait, va dire dans mon script WebAssembly, pour pouvoir m'exécuter, j'ai besoin d'une fonction qui s'appelle comme ça, qui va être définie par l'appelant pour pouvoir amener plus de possibilités au sein de WebAssembly. Et Sébastien qui nous dit bientôt une TI 92 avec des programmes en WebAssembly, en effet, tu seras surpris. Alors, super, donc on y va, c'est parti pour une petite démo pendant qu'on a l'écran qui fonctionne. Donc typiquement, sur mon système d'exploitation ici, mon Windows, j'ai une information qui va me permettre de récupérer quelle heure est-il. En WebAssembly, je n'ai absolument pas cette information. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir cette information? C'est l'objectif du deuxième petit programme, getTime, qui va être, attention, extrêmement compliqué. Donc c'est un programme qui va définir, pour m'exécuter, j'ai besoin d'importer une fonction qui va s'appeler getDate, qui va être dans un module qui va s'appeler supermodule. Donc cette fonction getDate, on va la typer, on va dire attention, donc c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui va me retourner une information de type nombre entier. Derrière, je vais toujours avoir tout pareil que le Hello World, ma fonction que je vais exporter qui s'appelle ajoute un jour, qui va prendre aucun paramètre et qui va retourner un nombre entier en résultat. Donc ce que je vais faire ici, je pré-shot un petit peu je vais récupérer un nombre 24 multiplié par 60 multiplié par 60, qui va me permettre d'avoir combien il y a de secondes dans une journée. Et ensuite, je vais le multiplier par 1000 pour avoir combien de millisecondes, parce que JavaScript m'a donné une information en millisecondes. Et derrière, je vais ajouter le résultat, donc ma journée plus le nombre qui m'a été donné en entrée, de manière à plus le nombre qui m'a été donné via l'appel de ma fonction getDate, pour pouvoir retourner le résultat de l'ajout. Comment est-ce qu'on fait pour l'appeler? Je vous propose qu'on le lance tout de suite comme ça. On va gagner un peu de temps et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on l'appelle. Donc ici, lorsque j'utilise la même fonction await WebAssembly, donc sur lequel je vais dire il est où mon binaire, j'ai possibilité de donner un deuxième paramètre qui est je vais définir un module en JavaScript
avec différentes fonctions. Donc, ici, quand j'instancie mon module WebAssembly, ici, voilà, hop, je vais pouvoir avoir accès à ma fonction « Ajouter un jour ». Je vais pouvoir la débugger avec un petit breakpoint aussi. Et tout simplement, ce que je vais faire, donc ici, on voit bien que tout pareil, dans ma stack, j'ai le résultat de mon expression qui dit combien il y a de millisecondes dans une journée. Et ensuite, je vais appeler ma fonction supermodule getDate, qui, si je mets un petit breakpoint ici, va pouvoir être invoqué par mon WebAssembly. Donc, en JavaScript, moi, j'ai tout l'attirail qu'il me faut pour aller savoir quelle heure est-il en ce moment. Et derrière, je sais que d'ici une journée, grâce à ma fonction « Ajouter un jour », demain, on sera le 9 novembre à 7h04 et 2 secondes. Donc, même si WebAssembly est assez limité, typiquement, on a possibilité d'étendre le fonctionnement de WebAssembly en appelant des fonctions qui sont implémentées par l'hôte. Donc, l'hôte, c'est celui qui va appeler le module WebAssembly. Hop. Alors, super Mathieu, parce que là, depuis le début, on manipule des nombres, mais dans la vraie vie, on va manipuler plutôt des structures, plutôt des chaînes de caractères. C'est assez peu de temps, en fait, on manipule des nombres. Et bien, en fait, vous avez déjà un petit peu tout ce que vous avez besoin de... toute la toolbox WebAssembly vous permet aussi de créer des chaînes de caractères. Concrètement, le type chaîne de caractères, qu'est-ce que c'est? C'est dans un espace mémoire. On va avoir un endroit dans lequel on va réserver quelques cases, dans lequel on va mettre un nombre qui correspond à une valeur ASCII de mon caractère. Donc, par exemple, je vais pouvoir définir dans mon adresse 1, 2, 3, 4, donc qui est le premier espace mémoire, le nombre H, le nombre 48 qui correspond à la valeur en ASCII à H. Et ensuite, juste après, donc la case juste après de la 1235, par exemple, je vais pouvoir définir le nombre 45 qui correspond en table ASCII à la lettre E, etc., etc. Donc ça, typiquement, si vous faites un peu du C, c'est exactement comment c'est représente en mémoire tout simplement ces chaînes de caractères. Le petit char étoile pour ceux qui connaissent. Si vous avez utilisé d'autres langages, typiquement, on va le représenter par deux informations, plutôt combien ma chaîne de caractères fait de caractères, et ensuite l'adresse mémoire du premier caractère. Mais on pourrait le représenter d'une toute autre manière, par exemple deux adresses mémoire, une structure qui correspond à deux adresses mémoire, le premier l'adresse de début et deuxièmement l'adresse de fin. Ça peut être aussi envisageable. Donc il y a plein de manières de représenter une chaîne de caractères. En WebAssembly, vous avez juste à en choisir une. Ok. Donc en WebAssembly, on l'a vu tout à l'heure en fait, il y a un espace mémoire qui est mis à disposition. Donc typiquement, ça va être un espace mémoire qui pourra être partagé avec l'hôte. Donc c'est-à-dire l'hôte, c'est l'appelant pour celui qui va appeler le module WebAssembly. Donc concrètement, cet espace mémoire va être un espace réservoir réservé par la VM. Ça va être un espace mémoire continu, donc linéaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'autres programmes qui vont accéder au milieu de la mémoire ou qui va poser des informations au milieu de la mémoire. Non, la VM va réserver complètement un set d'espace mémoire. Et puis, cette VM va masquer un peu l'information, quelle est l'adresse réelle de cette mémoire, parce que le programme WebAssembly va démarrer avec l'adresse mémoire 0. Donc, la VM va permettre en fait de vérifier, tiens, mon programme WebAssembly souhaite accéder à une adresse mémoire. Déjà, il va y avoir une translation d'adresse mémoire parce que l'adresse commence à partir de 0. Et deuxièmement, la VM va bien vérifier qu'à chaque fois qu'il y a un accès à la mémoire, on y a bien le droit d'accéder. Donc, je vous propose encore une petite démo, en fait,
donc, on va encore faire un Hello World en WebAssembly, mais cette fois-ci avec des chaînes de caractères. On aime bien ça, les Hello World, en fait. Hop. Alors, là aussi, un gros programme. Donc, une petite fonction. Alors, première chose, en fait, c'est que je vais déclarer, tiens, mon programme WebAssembly va utiliser une mémoire et je vais avoir besoin d'une page de mémoire. Alors, une page, c'est 64 kilooctets qui va être réservée par la VM en mémoire. Je peux définir, tiens, j'en aimerais 2, j'en aimerais 3, j'en aimerais une bonne partie, en fait, dans ma mémoire. Cette mémoire, je vais pouvoir l'exporter, c'est-à-dire que mon client, mon petit programme JavaScript, va pouvoir accéder à cette mémoire. Donc, d'où le nom de l'export ici. Et puis ensuite, j'ai un petit programme. Je ne vais peut-être pas le détailler parce que sinon on va prendre un petit peu de temps. Mais concrètement, je démarre avec l'adresse mémoire 0. Et dedans, je vais utiliser la fonction store qui lui va prendre deux informations de la pile. Un, à quelle adresse mémoire il faut que je le stocke. Et deuxièmement, quelle est l'information que je stocke. Donc ici, à chaque fois que j'appelle store, je pousse dans la pile deux informations. Un, quelle est l'adresse à mettre en place. Et deuxièmement, quelle est la valeur à définir. Donc je le fais pour plusieurs fois. Et puis à la fin, je retourne, parce que c'est le premier truc que j'ai poussé en mémoire, quelle est l'adresse mémoire de démarrage. Je vous propose qu'on le compile et qu'on voit tout de suite ce que ça fait. Hop. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, ça démarre tout pareil. On va instancier notre module WebAssembly avec le fetch. Et ici, on va récupérer deux choses. Donc, aussi bien notre fonction memory wasm. Encore une fois, je propose qu'on mette un petit breakpoint parce qu'on aime bien ça pour voir ce qui se passe. Et deuxième chose, je vais récupérer ma mémoire. Et là aussi, Chrome est assez sympathique parce qu'il nous permet de voir ce qui se passe dans la mémoire, les opérations qui vont être faites. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais justement appeler mon C-Hello. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pousser mon nombre 4 pour dire démarrage à l'adresse 4. Je vous montre en même temps la stack. Donc je vais utiliser l'instruction T. T, c'est une instruction qui fait un set et après qui laisse dans la stack l'information. Je vais pousser ma deuxième information qui va être 4 pour démarrer. Donc je vais mettre ça dans la pile. Ensuite, je vais pousser la valeur que je souhaite définir dans ma pile, 72. Et je vais utiliser ma fonction store qui va me dépoper les deux éléments 72 qui est ma valeur et 4 l'adresse mémoire à définir. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Dans ma zone mémoire, je vais avoir 48, qui en vrai, si on souhaite l'interpréter comme ça, on peut l'interpréter comme étant le caractère H. Le reste est tout pareil, donc j'y vais petit à petit, je dépile, j'exécute mon programme. Et puis je termine par ce qui est dans la pile, c'est 4. 4 qui correspond à le démarrage dans ma mémoire de ma première lettre. Est-ce que... Ouais, à chaque fois, je me trompe d'onglet. Hop. Donc ici, qu'est-ce que j'ai à faire ? En fait, je vais avoir accès à une copie de cette mémoire par mon client. Je vais pouvoir venir en JavaScript aller trifouiller ce qui se passe dans la mémoire. Alors, c'est un accès en copie, donc je ne vais pas pouvoir avoir un accès en double synchrone. Et puis, derrière, tant que j'ai quelque chose dans la mémoire à l'adresse pointeur, je récupère le caractère correspondant. Donc c'est parti. Donc j'incrémente à chaque fois pointeur. Donc je regarde à l'adresse 5, l'adresse 6, etc., jusqu'à ce que je sorte de ma boucle for. Et je récupère ma chaîne de caractères. Au passage, je ne vous ai pas montré, mais vous avez possibilité de voir en hexadécimal aussi donc, un fichier WASM. Donc c'est peut-être pas super intéressant, mais en tout cas, vous avez voilà concrètement ce programme. Il est vraiment extrêmement léger. Et vous avez un petit plugin dans VS Code qui vous permet de voir aussi le code WebAssembly correspondant. Donc, il va décompiler le programme WASM et nous afficher ce qu'il en sort. Voilà, c'est des petits tools en plus qui permettent de faciliter le développement WebAssembly.
Alors, donc là, ce que je vous ai montré, donc ça reste le Watt. Donc c'est vraiment assez cool pour essayer de comprendre comment ça marche cette plateforme WebAssembly. Mais en vrai, faut s'accrocher pour coder quelque chose de vraiment concret en Watt. Alors, il y en a qui font des très belles démos qui sont spécialisées là-dedans sur le développement en Watt. Mais dans la vraie vie, je pense qu'on aura plus des gens qui vont essayer de coder en Rust, en Go, en Java, en C, là-dessus. Alors, en fonction du compilateur, en fonction du langage qu'on va utiliser pour pouvoir compiler en WebAssembly, vous avez des compilateurs plus ou moins sympas, notamment celui de Rust, qui va vous générer en même temps que le fichier WASM un fichier JavaScript pour faciliter l'interaction entre mon JavaScript et mon WASM. On appelle ça du glue code, enfin du code call ou de la tuyauterie, qui va être généré par le compilateur du langage. Chaque langage, en fait, génère son propre fichier JavaScript parce que, typiquement, mettons en Rust, la manière de représenter une chaîne de caractères ne serait pas forcément la même qu'en C ou bien en Go. Je vous propose une petite démo dès qu'on a l'écran qui sera revenu. Yes, super. Alors, démo, là, on va prendre un exemple un peu concret sur lequel il existe plein de librairies pour faire du Markdown, notamment une qui m'intéresse assez, qui existe en Rust. Donc, il s'appelle Pulldown CMark, qui va me permettre tout simplement de prendre un texte Markdown en entrée et me générer mon HTML correspondant. Mettons que ça n'existe pas en JavaScript, qu'on souhaite absolument réutiliser des librairies qui existent en Rust. Alors, hop, ici, donc un petit projet Rust, je ne l'explique pas forcément, mais on a Cargo. Cargo qui est un petit peu le NPM de Rust qui va permettre de gérer les dépendances, sur lequel je vais avoir ma librairie Pulldown CMark, donc qui est la librairie que je souhaite mettre à disposition dans mon navigateur. Et puis Bindgen qui va être un petit peu le générateur de glue, le générateur de code magique qui va permettre de faciliter l'intégration avec mon code JavaScript. Donc derrière, je vais implémenter une fonction qui va s'appeler render markdown, que je vais annoter avec le wasm Bindgen pour dire ça, c'est une fonction qui va être exportée, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères et qui va me ressortir une chaîne de caractères. Derrière, je fais tout simplement, j'instancie parser qui vient de ma librairie Markdown en fait. Et puis je vais l'utiliser avec ce qui m'a été donné en entrée. Et puis je vais retourner le résultat de mon parseur. Donc rien de bien sorcier. Je vous propose que. Est-ce que je vous montre ouais, on va tout de suite le lancer, comme ça on va gagner un peu de temps, parce que j'ai l'impression que je passe un peu trop de temps sur les démos. J'aurais dû garder les vidéos. Hop, ici, on a un petit programme. Alors, ah oui, ce que j'ai pas dit. Lorsque j'ai compilé mon Rust, je l'ai compilé avec une option un peu particulière, qui est tu vas me builder pour une cible web. Derrière, mon compilateur Rust va me générer plusieurs fichiers. Donc, premièrement, mon fichier wasm, qui lui, je peux ouvrir en WebAssembly, en décompilant, comme on a vu. Voilà. Donc là, il est un petit peu plus gros que mes programmes en Watt, mais pas de problème, ça s'exécute super rapidement par mon navigateur. Et je vais avoir un petit fichier TS, donc qui va correspondre au glue code qui a été généré en JavaScript, dans lequel je vais avoir ma fonction render markdown qui est définie, donc qui est implémentée en fichier JS, et puis ma fonction init qui va me permettre de faire tout le boilerplate, d'aller instancier mon module WebAssembly. Derrière, je vous montre rapidement le petit code JS. Lui, voilà. Derrière, en fait, étant donné que je manipule des chaînes de caractères et que mon WebAssembly ne sait pas comment manipuler les chaînes de caractères, il va s'occuper de faire toute la partie sérialisation, désérialisation. Donc, je vais aller mettre en mémoire des informations de ma chaîne de caractères pour que mon module WebAssembly puisse y accéder. Et derrière, lorsque le module WebAssembly me répond, je vais aller lire la mémoire et me retourner tout simplement des chaînes de caractères. Donc ça, c'est le petit truc
qui est assez intéressant à regarder comment ça fonctionne pour voir les interactions qu'il est possible de faire avec WebAssembly. Mais en vrai, c'est du code qui peut faire un peu peur pour si on n'a pas l'habitude de manipuler des chaînes d'octets. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai lancé mon petit programme, donc ma page HTML. Dedans, je vais récupérer mon fichier Markdown.js, donc qui a été généré par le compilateur Rust. Et je vais récupérer deux choses. Premièrement, ma fonction init, qui va me permettre de gérer un peu tout le boilerplate, d'aller récupérer le WebAssembly et l'instancier, etc. Et deuxièmement, ma super fonction render Markdown que j'ai moi-même implémentée en Rust. Donc, pour rappel, c'est cette petite fonction-là. Et derrière, c'est parti, j'init, donc je récupère le WebAssembly, je l'instancie, etc. Et puis, on va se mettre un petit breakpoint ici, parce qu'on aime bien les breakpoints. Et puis derrière, je fais mon petit code JavaScript, comme j'ai l'habitude de faire, avec je récupère un élément, c'est ma text area, donc qui va me permettre de récupérer du source, une petite div preview qui va me permettre d'afficher le rendu, et puis c'est parti. Donc à chaque fois que je vais saisir quelque chose dans ce text area, je vais appeler ma fonction refresh. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, en input, ici, j'appelle ma fonction refresh, qui va appeler ma fonction render markdown, qui elle-même est écrite en WebAssembly, et qui va me pousser le résultat dans ma petite div qui s'appelle preview, donc qui est la div de droite. C'est parti, on y va. Donc ici, on a tout simplement un éditeur WebAssembly, dans lequel, en live, je peux... qu'est-ce qu'on a en WebAssembly? On a des liens, on peut faire des liens, je crois, en Markdown. Donc, hop, je ne sais jamais dans quel ordre c'est. C'est dans cet ordre, non, c'est dans l'autre ordre. Dans lequel, en fait, ici, j'ai rien implémenté en JavaScript, j'ai juste implémenté appel ma fonction qui elle-même a été écrite en Rust et affiche le résultat dans le navigateur. Donc, si vous avez une base de code existant en Rust ou en C ou en Go ou en avec très peu d'efforts, vous avez vu qu'il est possible de l'intégrer tout simplement dans le navigateur. On y reviendra parce qu'il y a des gens qui ont été assez fous là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait du WebAssembly au sein du web? Donc, il y a plusieurs raisons, notamment donc, la partie sandboxing, mais vous allez me dire, ouais, mais mon JavaScript est aussi sandboxé au sein de mon navigateur. Ouais, donc ça compte pas vraiment. Un truc, par contre, qui compte vraiment, ça va être justement la partie performance. Concrètement, comment ça fonctionne quand votre navigateur souhaite exécuter un script JavaScript? Donc, premièrement, il y a la partie téléchargement du script. Donc, tout est en chaîne de caractères avec des commentaires dedans, etc. Donc, c'est un fichier qui risque d'être un petit peu volumineux. Première chose que votre moteur JavaScript va faire, il va le parser, c'est-à-dire il va convertir ces chaînes de caractères en ce qui s'appelle une représentation intermédiaire, une représentation abstraite qui va être facile à utiliser pour le navigateur. On appelle ça un AST pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, il va y avoir toute une phase d'essayer de compiler cet AST en du code un peu machine, parce que derrière, le JavaScript, votre navigateur doit parler avec le CPU pour exécuter des instructions. Donc, il y a toutes ces étapes d'optimisation, de JIT, de compilation just-in-time, enfin de compilation pour avoir du JavaScript qui permet de s'exécuter rapidement. Derrière, il y a une phase aussi de réoptimisation qui s'effectue, parce que lorsque le JavaScript s'exécute, étant donné que le JavaScript est un langage peu typé, le compilateur JavaScript, donc V8 pour Chrome par exemple, va prendre tout un tas d'assertions en disant peut-être cette variable-là va contenir des nombres entiers, donc je vais pouvoir optimiser pour parler avec mon CPU de la manipulation de nombres entiers. Donc il y a une phase de réoptimisation, parce que des fois, c'est des assertions qui ont été fausses, donc il va devoir réoptimiser, régénérer à la volée un code que le CPU va comprendre. Et enfin, on va pouvoir exécuter le code JavaScript. Et pour terminer, potentiellement on a utilisé plein de mémoire, et il va falloir garbage collecter. Donc c'est un autre programme qui s'exécute dans votre navigateur qui vient en fait nettoyer toute la mémoire qui n'est plus utilisée par votre bout de script JavaScript. Donc on voit que c'est quand même assez costaud l'exécution du JavaScript dans le navigateur. Alors, rien à voir avec il y a 10 ans
ou cette opération qui était ultra fastidieuse d'exécuter du JavaScript dans un navigateur. Aujourd'hui, on a des compilateurs just-in-time qui sont assez performants, donc qui permettent d'avoir quand même un super rapidité d'exécution avec le JavaScript. Mais en fait, on fait quand même beaucoup travailler le navigateur, parce que si on regarde, si on met côte à côte, en fait, comment ça fonctionne avec un WebAssembly. Donc, premièrement, il va y avoir la partie de download. Donc, ce download, votre script WebAssembly, il n'y a pas de commentaires dedans, il n'y a que des instructions binaires, c'est des instructions qui sont codées donc, sur un octet, par exemple. Donc, ça va être assez court en termes de taille de download sur ce module WebAssembly. Ensuite, il n'y a pas de phase de parsing parce que j'ai juste à lire l'entrée X de mon tableau de bytes et puis je sais quelle est l'instruction à utiliser. Donc, je vais juste savoir essayer de dumper en fait en mémoire ce script WebAssembly. Deuxièmement, il peut y avoir une phase de JIT qui va se mettre en place, donc de compilation sur le WebAssembly, parce que ça reste une représentation intermédiaire, mais le WebAssembly a été construit de telle sorte que ça se compile assez rapidement dans beaucoup de langages de CPU, beaucoup d'opcodes de CPU. Et dernièrement, je vais avoir ma phase d'exécution qui va s'exécuter au sein de ma VM. Et puis, ma VM va pouvoir s'en aller, donc je vais pouvoir gérer la mémoire si je souhaite au sein de mon programme WebAssembly. Il n'y a pas de garbage collector. Derrière, ma VM va pouvoir aussi se killer et puis détruire la mémoire qui est utilisée par la mémoire, par cette VM. Donc, par définition, un programme WebAssembly demande beaucoup moins d'overhead que exécuter un script JavaScript pour mon navigateur. Est-ce que vous avez des petites questions? Oula, je vous vois que vous avez pas mal de questions. Quand on demande l'heure à quelqu'un, tout à fait. Les chars étoile lancés, en effet, en effet, il y a une petite PTSD là-dessus qui s'est effectuée. Ok. Alors, on arrive au moment du talk, en fait, où je pourrais m'arrêter là, parce que, à mon sens, ici, vous avez déjà comment ça fonctionne WebAssembly au sein du navigateur. Vous avez toutes les bases, les premiers getting start, en fait, pour savoir comment démarrer avec WebAssembly dans le sein de votre navigateur. Mais en vrai, ça ne serait pas juste parce que WebAssembly, ça marche aussi en dehors du navigateur. En vrai, WebAssembly, ça date pas de cette année. Il y a premièrement, depuis 2017, il y a tout un tas de navigateurs qui ont lancé, qui ont commencé à avoir le support de WebAssembly dans leur navigateur. Donc, on retrouve tous les collectifs des navigateurs, aussi bien Chrome, aussi bien Firefox, aussi bien Safari quand même, qui s'est mis assez rapidement aussi au WebAssembly. Edge, pour nos fameux amis de chez Microsoft. Et puis, il y a des langages qui ont commencé à dire, OK, on va commencer à compiler en WebAssembly. Donc, il y a notamment le Rust qui s'y est mis, le Go, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la petite partie de compilation, qui permet de transpiler un langage vers du WebAssembly. Et puis, on a des acteurs cloud qui ont commencé à s'y mettre, à réfléchir, tiens, WebAssembly, finalement, il y a des trucs qui sont assez intéressants dessus comme propriété, notamment la partie exécution de code malicieuse, enfin de exécution de code qui s'est sandboxée dans une VM, assez peu de débordement possible. Donc, il y a des acteurs tels que Cloudflare qui ont commencé à s'y mettre. Derrière, ça s'est pas mal accéléré sur la phase de 2019 avec des acteurs, notamment Wasmer.io qui a fait beaucoup pour la partie WebAssembly, qui ont lancé des plateformes. On a Fastly qui ont commencé à réfléchir et Wazi qui ont commencé à réfléchir, OK, ce WebAssembly, si on l'exécutait en dehors du navigateur, qu'est-ce que ça donnerait? C'est là où, très mauvaise transition. Donc, WebAssembly a été conçu pour être vraiment quelque chose de portable. Donc, pas uniquement exécutable au sein du web. Donc, par définition, WebAssembly s'exécute au sein d'une VM. Cette VM, en fait, elle peut être exécutée en dehors aussi du navigateur. Qu'est-ce qu'il a besoin, en fait? Tout simplement un petit programme qui sera en capacité de lancer cette petite VM,
il y a assez peu d'instructions en WebAssembly. Donc finalement, ça se fait assez bien en fait, de dire j'ai un programme qui va pouvoir exécuter du WebAssembly et implémenter cette petite VM. Le problème, c'est que, bon, bah super, maintenant je peux manipuler des sommes et des nombres entiers et des nombres à virgule, mais généralement, je fais un petit peu plus je fais un peu plus comme opération avec un autre programme. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à exécuter le WebAssembly tout en gardant ses propriétés de sécurité et de portabilité, mais en laissant le WebAssembly potentiellement interagir avec le système d'exploitation sous-jacent. C'est de là, en fait, où c'est sur cette base de réflexion que s'est formé le consortium, enfin, alors, c'est pas le consortium, mais le groupe de travail WASI, pour WebAssembly System Interface, qui va essayer de définir un set d'interfaces standardisées qui seront intégrées au sein des runtime WebAssembly que notre module WebAssembly va pouvoir exécuter. Donc typiquement, WASI essaye de standardiser tout un tas ils appellent ça des ABI, pour gérer des input-output, pour gérer tout ce qui va être file system, donc accès aux fichiers ou non. La clock, tout simplement, quelle heure est-il Il y a une API WASI pour faire ça. Tout ce qui est gestion de nombres aléatoires, etc., qui est une problématique assez compliquée à mettre en œuvre. Et puis, ils sont en pleine réflexion, donc c'est bouillonnant. Aujourd'hui, ils ont une première snapshot de ces différentes API qui existent. Typiquement, il y a du boulot à faire dessus. Donc derrière, ils ont implémenté une implémentation de référence de ces spécifications qui est retranscrite par une runtime qui s'appelle WasmTime tout simplement, qui fait à peu près 10 mégas. Hop. Oui, je vais vous le présenter tout simplement. Donc j'ai un petit programme ici, Hello World, donc plutôt simple. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ok. Donc un petit programme en Rust qui va faire un println Hello World, donc une fonction main. Derrière, je vais essayer d'écrire un fichier foo.txt, et puis je claque une petite erreur si j'y arrive pas, et puis j'écris dedans Hello World. Donc un truc qu'on pourrait faire assez simplement en fait dans n'importe quel langage. Hop, c'est le 5. Donc, je l'ai déjà compilé, mais je pourrais le recompiler. En fait, tout simplement. Ouais, super. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon petit programme WASM qui a été généré. Donc, tout pareil que tout à l'heure. Et puis derrière, je vais utiliser mon fameux runtime WebAssembly avec mon module WASM. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va planter. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette runtime WebAssembly essaye le consortium WASI a essayé de réfléchir sur comment amener plus de sécurité sur cette runtime, histoire que le module WebAssembly ne fasse pas n'importe quoi. Donc, WasTime, si je souhaite donner un accès au file system, je ne vais pas donner accès à tout le file system, je vais donner accès uniquement à une partie de mon file system. Donc, je vais pouvoir le spécifier avec l'option dire, et puis lui dire, en fait, tu n'as accès que au point, le dossier à ce niveau-là. Et à partir de là, j'ai mon programme qui fonctionne avec mon fichier foo qui a été exécuté. Donc, cette runtime va pouvoir être garde-fou en disant « Ok, je t'autorise à faire des trucs sur le système. » Et déjà, ce n'est pas le module WebAssembly qui va les faire, c'est le runtime qui va les faire. Et uniquement sur un nombre d'opérations limitées qui vont pouvoir être ouvertes à la demande avec cette runtime WebAssembly. Ça a l'air plutôt pas mal comme concept, n'est-ce pas? Bon, ce slide, il reprend un petit peu ce que je vous ai montré. Donc, c'est-à-dire, OK, on va pouvoir donner des interactions, mais uniquement limitées. Donc, en fait, concrètement, imaginons, parce que ça arrive tout le temps, un code malicieux qui peut s'exécuter dans une VM. Dans la VM WebAssembly, il peut s'exécuter sans causer aucun dommage au système hôte. Parce que la mémoire de la virtual machine est contrôlée par la VM. La VM interdit les accès à des zones mémoire
qui sont en dehors de ce qui a été autorisé par la VM. Par défaut, j'ai pas d'IO, donc j'ai pas d'accès en direct aux fonctions du système d'exploitation. Je suis obligé de passer par la runtime. J'ai pas de possibilité de faire de buffer overflow, etc. Tout est contrôlé par la VM. J'ai pas la possibilité d'accéder au système de fichiers sans être autorisé par la VM. J'ai pas de compte route. Ça vous rappelle quelque chose comme problématique? Il y a un petit gars qui s'appelle Solomon Hykes, qui est un des cofondateurs de Docker, en fait, qui a posté un tweet au moment où WASI est sorti, et qui a dit, en fait, si WebAssembly et WASI avaient existé en 2008, il n'y aurait pas eu raison de créer Docker, en fait. Donc, il est prêt à mettre quelques copecs autour de cette stack, WebAssembly plus WASI, en réfléchissant autour un futur autour des conteneurs, de la conteneurisation légère. Vous avez le lien Twitter de ce tweet-là, si vous le souhaitez. Parce qu'en fait, WebAssembly, depuis le lancement de WASI, c'était un peu la foire à la saucisse en termes de projets qui se sont lancés dessus. Il y a énormément de runtime qui ont commencé à se créer, donc toutes respectant les standards de WASM. Donc on a WasmTime qui est l'implémentation de référence, Wasmer qui est une runtime qu'ils appellent runtime universel, en fait, qui va permettre d'intégrer du code WASM au sein d'une JVM, au sein d'un script Python, d'un script PHP, potentiellement donc lancer d'un script WebAssembly sur plein de langages. Wasm3 qui va plutôt adresser tout ce qui est qui dit en fait que c'est la runtime la plus rapide. Wasm Edge qui va adresser les problématiques de cloud, donc exécuter un petit bout de code sur une lambda fonction ou alors une edge fonction qui va s'exécuter au sein d'une runtime, donc tout en étant bien cloisonné, bien séparé comme on le souhaite. Wamer en fait aussi qui est aussi une runtime WebAssembly qui s'oriente sur l'IoT, micro runtime, donc avec plein d'optimisation de compilation en avance de phase. On a énormément de langages qui se sont mis en place pour compiler du WASM. Donc on a du Rust, du Zig pour les langages un petit peu plus obscurs, Go, même TinyGo, du C, du C++. Et en fait, j'ai pas la place sur ce slide pour vous les mettre un peu tous parce qu'il y a énormément de langages qui existent. Et puis on a des langages qui ont été créés spécifiquement autour du WASM, donc notamment l'AssemblyScript. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup le TypeScript, c'est TypeScript qui va permettre de générer du WebAssembly. Vous avez Grain aussi, qui est un projet étudiant qui finalement est assez cool pour faire du WebAssembly. Donc, il y a énormément de projets qui se sont mis en place autour de WebAssembly, donc je ne vais pas tous vous les citer. Je vais juste vous faire un petit sneak peek de projets qui existent. Un des projets, donc vous avez Wagi, ou Wagi, je ne sais pas exactement comment le prononcer, WebAssembly Gateway Interface. Typiquement, pour ceux qui ont fait de l'informatique il y a un petit peu de temps, globalement, c'est le concept des CGI, donc les Common Gateway Interface, appliqués au WebAssembly. Donc, vous avez un fichier TOML qui va décrire, tiens, pour telle route, voilà le petit fichier WebAssembly voilà le fichier WebAssembly exécuté. J'avais prévu une démo, mais je vois l'heure qu'il est, je vais faire très rapidement, je ne vais même pas l'exécuter, c'est juste pour montrer à quoi ça peut ressembler. Un petit fichier TOML, donc c'est un fichier qui va dire, tiens, pour telle route, voilà le module WASM exécuté. Et derrière le module WASM, en fait, donc on peut le faire en beaucoup de langages, il y a notamment de l'AssemblyScript, donc ça c'est un équivalent de TypeScript, mais il va utiliser la sortie standard pour pouvoir dire, tiens, voilà ce que je dois rendre à mon navigateur. Donc derrière, pour chaque requête qui arrive, c'est une VM qui est instanciée, un petit script WebAssembly, et c'est ultra performant ce truc-là. On a des projets type WASM to OCI, donc qui est un projet assez cool, qui va dire, en fait, mon script WASM, une fois qu'il est compilé, je vais pouvoir le pousser dans un conteneur registry, typiquement un conteneur Docker, un registry Docker, et je vais pouvoir pousser mon script WebAssembly dessus. Et typiquement, là-dessus, c'est aussi compatible avec Wagi que je viens de vous montrer. Wagi, sur mon fichier TOML, je vais pouvoir lui dire, en fait, va instancier
depuis ma registrie, récupérer le fichier WASM et l'exécuter à la volée. On a WIT bindgen. Donc tout à l'heure, je vous ai dit il y a plusieurs manières de représenter, de créer ce glue code. Vous savez, le petit bout de JavaScript qui permet de s'intégrer facilement du JavaScript pour appeler le WASM et vice-versa, le WASM pour appeler le JavaScript. Ce petit projet, en fait, qui est fait par ceux qui font WASI, standardise la création de ce glue code, en fait. Globalement, pour vous montrer assez rapidement de quoi est-ce qu'il s'agit, on a un petit langage qui va définir quel est le contrat d'interface. Donc ici, je déclare une entité personne avec un âge, une chaîne de caractères name, etc. Et puis une fonction qui va prendre une personne en entrée, qui va retourner une chaîne de caractères. Je vais pouvoir définir si moi je suis script hôte, c'est-à-dire je vais exécuter mon WebAssembly dans du JavaScript, ou bien si mon WebAssembly va pouvoir appeler des scripts JavaScript, comment faire pour lui exposer de la fonction. Donc vous avez deux modes, soit l'export, soit l'import, avec bien évidemment, hop. Donc ici c'est toute la partie désérialisation et la partie sérialisation. Donc le truc qui était un peu custom, qui a été fait par Rust, qui a été fait par Go, etc. Ici se propose de le rendre un peu plus générique. Et puis derrière, vous avez la possibilité de le faire en plusieurs autres langages, avec du C pour l'intégrer, ces différents modules en C. Y compris générer aussi la documentation, parce que c'est un contrat interface, donc ça peut être documenté là-dessus. Voilà, donc c'est un projet qui est toujours en cours de développement, mais qui va être, je pense, plutôt cool pour essayer d'intégrer ça. Donc simplifier l'intégration de modules WASM dans n'importe quel langage, et vice-versa. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, typiquement, il y en a aussi qui réfléchissent. Aujourd'hui, il y a un langage assez approprié qui permet d'étendre une plateforme. Je pense au Lua, par exemple, qui est un langage, on a vu il y a peu de temps, en fait, une gateway qui se configure en Lua. Et Lua, c'est sympathique parce que c'est facile à coder. Cependant, en termes de performance pour l'exécution, c'est pas fou. Donc, il y en a qui sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait remplacer sur certains outils, plutôt que d'avoir un langage de scripting en Lua, avoir dans mon langage de prédilection un petit bout de code WASM qui va s'exécuter pour pouvoir configurer ma plateforme. Et puis en pêle-mêle, pour terminer, en fait, des petits projets un petit peu rigolos. On a StackBlitz, donc les éditeurs en ligne, qui ont lancé le projet Web Container. Donc eux, ils sont assez fous. C'est en fait, on va faire un conteneur pour exécuter, pour tout ce qui est compilation. Donc typiquement, eux, ils disent, on va faire, je vais écrire mon JavaScript, je vais pouvoir compiler en Node.js. Donc il y a une runtime Node.js qui peut s'exécuter au sein d'un web container. Il peut y avoir différents types de runtime, de Java, etc. Donc ils vont s'exécuter tout ça, non pas en remote, mais dans votre navigateur. Vous avez PostgreSQL qui a été implémenté. Donc les gars, ils sont un peu fous aussi. Donc vous avez un Postgre qui tourne dans votre navigateur, tout simplement, en WebAssembly. Et les gars, ils sont allés un peu plus loin en mode gros foufou. Ils ont réimplémenté le compilateur What2Wasm aussi en WebAssembly, parce que finalement, pourquoi pas. What2Wasm, le code, c'est du Rust, donc ils peuvent le compiler en WebAssembly et puis le faire tourner dans un conteneur WebAssembly. On arrive sur la fin. Finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc WebAssembly aujourd'hui dans le navigateur, c'est une solution qui est viable, qui est déjà stable. Ça fait plus de 5 ans que les navigateurs ont implémenté cette stack dedans. Il y a des performances, ils continuent d'améliorer les performances, d'améliorer l'expérience de développement, donc notamment la partie affichage de la mémoire, c'est un truc qui existe depuis assez peu de temps dans Chrome, mais on voit que les fournisseurs de navigateurs investissent dans WebAssembly. Et puis en même temps, on a donc cette nouvelle stack un peu tournée autour de la standardisation, autour de WASI, donc pour WebAssembly en dehors du navigateur, qui est toujours en cours de construction aujourd'hui, qui a utilisé, je dirais en fait aujourd'hui avec risques et périls, même si aujourd'hui on a des fournisseurs Cloud Edge qui commencent à investir qui ont déjà investi depuis plusieurs années dans la techno et qui commencent à monter des plateformes
basé sur du conteneur light basé sur des modules WebAssembly. Si aujourd'hui vous avez un petit outil, une petite plateforme à monter dans les années à venir, je pense que ça va être une solution vraiment viable de s'appuyer sur WebAssembly pour une alternative légère au conteneur Docker, par exemple. Et puis, le petit slide de référence. Pour aller plus loin, vous avez le Bytecode Alliance. Donc, c'est une alliance qui a été créée pour donner un cadre autour de WASI, autour de WebAssembly. Vous avez Code Cartoon qui est une des responsables de Bytecode Alliance qui fait des petits cartoons autour de comment ça fonctionne WebAssembly, donc qui est plutôt cool pour rentrer dedans. Assembly Script, Rust, je vous conseille aussi d'aller jeter un œil. Et puis je vous ai mis les liens aussi sur le repo GitHub de WebAssembly, le site web de WasiDev qui est pas fou pour le moment, le site web, mais le repo GitHub est plus intéressant. Et puis Wasmer aussi qui est un acteur fondamental autour de WebAssembly. Et puis, pourquoi pas un prochain apéro autour des WebAssembly. J'en ai un en tête. Faites-nous des retours si ça vous intéresse. Notamment la partie j'ai créé un petit langage qui se compile en WebAssembly. Ça peut être un des prochains apéro-codes. Je vous remercie beaucoup. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des grosses questions? Je vois qu'il y a 12 questions. J'ai même pas vu le... Je vais essayer de les afficher comme ça. Question. Qui administre WebAssembly? Alors, je dirais, donc, il y a le collectif Bytecode Alliance qui a le cadre un peu légal autour de tout ce qui est standardisation de WebAssembly et WASI. Derrière, qui y a dedans? Vous avez Bozilla, vous avez des fournisseurs de cloud, vous avez plein de monde, en fait, tous ceux qui sont intéressés par le WebAssembly. On peut faire des applications professionnelles WebAssembly ou c'est réservé pour les petites applications. Je dirais aujourd'hui, on peut tout faire en fait avec le WebAssembly. Vous avez vu même là le petit Markdown. J'ai récupéré une lib existante, le petit wrapper pour avoir une interaction avec le navigateur et c'est parti. Donc ça marche aussi bien pour des petites applis comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont essayé aussi de faire de l'analyse d'image dans les navigateurs. Ils ont essayé en JavaScript, ils se sont mordus les dents et puis ils ont commencé à dire bon bah finalement une image c'est un byte array, donc je vais pouvoir utiliser mon petit Rust ou mon C, je ne sais plus en quoi ils l'ont implémenté, pour que ça fasse l'analyse dans le navigateur. Je sais qu'il y a des specs WASI aussi pour tout ce qui va être machine learning qui est en cours de réflexion. Pour pouvoir faire, je sais pas, du machine learning directement dans le navigateur sans JavaScript en fait. Est-ce que Wasm est équivalent ou meilleur en termes de performance que du C? Alors, Wasm c'est interprété. Donc non, c'est pas meilleur en termes de performance comparé à du C, comparé à du Rust. Cependant, c'est de l'interpréter léger. C'est de l'interpréter aussi qui tourne dans une VM, donc avec tous les avantages de WebAssembly, donc notamment la portabilité, la partie sandboxing, ça s'exécute dans une VM. Donc ça a beaucoup d'autres intérêts que le C ou au dépit de performance. Vice versa, typiquement, vous allez aussi pouvoir intégrer du Wasm dans du script Python, dans du script PHP, dans du script je crois Lua aussi, tout est possible, qui là, en fait, finalement, va avoir de bien meilleures performances que votre langage de script qui va l'embarquer. Quel est le temps nécessaire pour être un top au WebAssembly? J'irai assez vite. Quand on regarde un peu le Watt, on fait des trucs assez rigolos. Derrière, aujourd'hui, si vous faites un peu du Rust ou du Go, c'est une option de compilation pour dire je vais sortir du WebAssembly. Donc, je dirais c'est limite instantané en fait si vous faites déjà un langage qui a un compilateur WebAssembly.
est-ce que le jeu d'instruction utilisé généré par WebAssembly convient à tous les processeurs? Jeu d'instruction, oui. Oui, alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui adressent aussi du ARM, qui est un peu plus spécifique pour tout ce qui va être embarqué, etc. Il y a beaucoup de runtime qui existent qui adressent des jeux d'instruction en particulier. Peut-on avoir des jeux sympas en WebAssembly? Je pense que c'est clairement un use case de WebAssembly, faire du jeu aussi. Il n'y a pas de conflit entre les différents GC, navigateur, langage, WebAssembly. Alors, typiquement, lorsque tu lances un module WebAssembly, s'exécute au sein d'une VM. La VM va préempter des adresses mémoire. Donc, il ne peut pas y avoir un GC qui va essayer de cleaner cet espace mémoire parce qu'elle était préemptée par la VM. Donc, non, a priori, il n'y a pas de conflit possible là-dessus. Et justement, ça fait partie de la définition de WebAssembly, c'est que ça s'exécute au sein d'une sandbox. Donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez trouvé un bug, en fait, quelque part dans WebAssembly, s'il y avait justement un conflit. Est-ce qu'on peut accéder au réseau directement depuis Wasm? Donc, depuis Wasm, non. Après, il y a la spécification WASI qui est en train d'y réfléchir sur l'accès aux IO et au réseau. Donc, en direct depuis WebAssembly, non. Il faudra toujours passer par une runtime. Ou par un langage hôte. Donc, tu parles de JavaScript intermédiaire qui déléguera l'appel réseau du navigateur carrément. Oui, Wasm dans le navigateur, ils n'ont pas tout réinventé. Hein. Typiquement, vous avez JavaScript qui va pouvoir exposer certaines fonctions au WebAssembly, au module WebAssembly, et le module WebAssembly qui va pouvoir appeler ces différentes fonctions. Si je dois me lancer dans le WebAssembly, quelles sont les sources, livres, bouquins que vous me conseillez? Je vous conseille justement le petit cartoon WebAssembly de Lynn Clark est plutôt rigolo, plutôt bien fait. J'ai pompé d'ailleurs 2-3 images de la presse là-dedans. Cartoon, comment ça s'appelle? J'ai le lien. Code Cartoon. Voilà, avec des petites histoires sur le fonctionnement de WebAssembly et comment ça fonctionne, etc. Qui est plutôt bien fait. Derrière, je vous conseille d'aller voir, si vous utilisez un langage, d'aller voir la documentation du langage en particulier, et notamment du compilateur WebAssembly. Est-ce qu'on peut compiler du Kotlin en WebAssembly? Ouais, il y a JetBrains qui réfléchissent. Alors, je ne sais pas à quel point c'est abouti, mais en tout cas, ça fait très clairement partie de leur cible, de leur roadmap. Ouais. Est-ce que Wasm laisse complètement la main aux développeurs pour la gestion de la mémoire, c'est-à-dire avec les malloc, les free? Est-ce que le toolkit Wasm propose des outils pour détecter des fuites de mémoire éventuelles? Alors, il y a une spécification qui est en cours de réflexion sur justement l'implémentation d'un garbage collector pour la gestion de la mémoire, notamment Kotlin compte beaucoup là-dessus, sur cette spécification. Aujourd'hui, oui, la gestion de la mémoire, c'est à vous de dire je vais prendre cet espace mémoire, mettre ma donnée et puis la vider. Dans tous les cas, pour vider la mémoire, une fois que votre programme a terminé de s'exécuter, la VM est détruite, l'espace mémoire qui était réservé à la VM est détruit aussi. Est-ce qu'il y a des outils pour détecter les fuites mémoire? Pas encore, mais je t'avouerai qu'il y a énormément d'outils et de projets qui sont en train de se lancer autour de WebAssembly. Notamment autour de WASI. Donc, je te dirais, ça va arriver. Est-ce que ça marche avec tous les navigateurs et toutes les versions? En tout cas, ça fonctionne avec Chrome, ça fonctionne avec Safari, ça fonctionne avec Edge, ça fonctionne avec Firefox. Ça fonctionne avec les OS mobiles aussi, notamment Samsung Navigateur, iOS mobile, Safari iOS, Chrome Android. Ça fonctionne avec pas mal de trucs. Est-ce qu'on peut imaginer la conception d'un processeur matériel implémentant le jeu d'instruction Wasm? Je pense que c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça reste quelque chose qui soit facilement transpilable dans un jeu d'instruction final. Je pense pas que ce soit l'objectif, en fait.
Eh bien, je pense qu'on est bon en termes de questions. Vous aviez pas mal de questions. Merci à vous. Est-ce que vous avez une ultime question, une ultime bafouille? Quand est-ce qu'on fait un projet en WebAssembly, Mathieu? J'ai déjà des petits side projects, mais je pense qu'il y a moyen de se lancer assez rapidement dessus. Je verrais bien un truc autour d'analyse d'image. Je pense que ça peut être rigolo. Je pense que ça va être le mot de la fin. Je te donne le mot de la fin, Edouard. Je vous remercie à tous. Une fois de plus, un grand merci, Mathieu, pour ton webinaire qui, une fois de plus, très intéressant, très poussé. Je pense qu'il y a plein de choses à développer dans ce que tu nous as présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, dans tous les cas, Mathieu est là. Je pense que vous pouvez le contacter. Et je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions à partir du moment où ça tourne autour des technologies qu'il aime. Il se fait toujours un plaisir de répondre. Donc, un grand merci, Mathieu. Un grand merci à tous pour votre présence. Et puis, rendez-vous dans 2 mois pour le prochain apéro code ou webinaire. On ne sait pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, on sera là. Bien, merci à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.